Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Espace discursif. Collection dirigée par Thierry Bulot. La collection Espace discursif rend compte de la participation des discours, identitaires, épilinguistiques, professionnels, à l'élaboration-représentation d'espaces, qu'ils soient sociaux, géographiques, symboliques, territorialisés, communautaires, où les pratiques langagières peuvent être révélatrices de modifications sociales. L'espace de discussion. La collection est ouverte à la diversité des terrains, des approches et des méthodologies et concerne, au-delà du seul espace francophone, autant les langues régionales que les vernaculaires urbains, les langues minorées que celles engagées dans un processus de reconnaissance. Elle vaut également pour les diverses variétés d'une même langue quand chacune d'elles donne lieu à un discours identitaire. Elle s'intéresse plus largement encore aux faits relevant de l'évaluation sociale de la diversité linguistique. Derniers ouvrages parus. Franck Jablonka, Processus et différences en communication postcoloniale, 2014. Fanny Martin, Pratique langagière et basketball professionnel en France, 2014. Rada Tirvassen, Créolisation, plurilinguisme et dynamique sociale, Conduire des recherches en contexte plurilingue, le cas de Maurice, 2014. Thierry Bulot, Isabelle Boyer et Marie-Madeleine Bertucci, Diasporization sociolinguistique et précarité. Discrimination S et mobilité S, 2014. Julien Longhi et Georges Elias Sarfati dire Les discours institutionnels en confrontation. Contribution à l'analyse des discours institutionnels et politiques, 2014. Sabine Gorovitz, L'école en contexte multilingue. Une approche sociolinguistique, 2014. Montserrat Benitez Fernandez, Catherine Miller, Jean-Jaab de Reuter, Youssef Tamer, Évolution des pratiques et du même auteur. DISPAGNE Michel, 2013, Biographisation, discours et accompagnement dans sujet, insertion, langage et territoire, ouvrage collectif, Michel Dispagne et Jean Biarnès, dire, Publibook Paris, page 45 à 63. Avant-propos. À la suite des conférences de John Langshaw Austin dans les années 50 aboutissant dans les années 60 à l'ouvrage How to Do Things with Words, traduit en français par Qu'en dire, c'est faire, une nouvelle doxa a émergé comme l'indique Catherine Kerbrat-Orecchioni dans Que peut-on faire avec du dire 2004 sur 27-43, où il est possible de faire des choses, d'agir avec du langage ou plutôt avec la langue actualisée en contexte interactif. Autour des années 80 et 90, les réflexions sur les rapports entre champ du travail et champ linguistique se sont intensifiées et des analyses multiples issues de recherches pluridisciplinaires, Filietta, 2006, ont mis en exergue ce que Josiane Boutet a proposé d'exprimer ainsi la part langagière du travail, 2001, ou encore la vie verbale au travail, 2008. De plus, ces courants de pensée ont une envergure internationale marquée par des travaux autant dans la francophonie que dans le monde anglo-saxon. Ces diverses contributions, nous entendons les inscrire dans ce que Lorenza Mondala appelle un tournant praxéologique, 2004 sur 269, et Laurent Filietta un virage actionnel, 2002 sur 16. Autrement dit, ces réflexions se veulent en continuité avec ces approches pluridisciplinaires pour à la fois bénéficier des épistémologies et des méthodologies développées dans ce domaine, partager des réflexions et des outils d'analyse liés à des problématiques interactionnelles de pratique et d'activité professionnelle articulées sur des formes discursives au sein de la vie sociale, particulièrement dans les espaces sociaux de travail. Proposer à terme quelques pistes de réflexion sur ces jeux de langage comme le dit Ludwig Wittgenstein, dans son ouvrage posthume « Investigation philosophique 1953 », avec le souci de développer un champ de réflexion peu abordé dans les axes de recherche universitaires mais cependant nécessaire dans les espaces territorialisés pour éclairer les pratiques de travail propres au contexte franco-caribéen. Introduction, espace social du langage au travail. Les textes réunis sous le titre Espaces sociaux du travail, pratiques langagières et mise en scène du travail reviennent à divers titres, sur la relation que la recherche sur le langage, limitée ici à certaines de ses manifestations et à des approches déterminées, entretient avec le monde du travail. Nous ne ferons pas une présentation ordonnée de l'ouvrage, chapitre par chapitre, mais avancerons, en manière d'introduction,
quelques réflexions suscitées par la lecture et qui feront écho aux problèmes posés par les auteurs. La recherche scientifique est encore divisée, institutionnellement et pratiquement, entre une recherche dite fondamentale et une autre dite appliquée, avec cette variante qualifiée de recherche-action, marquée par son implication dans des secteurs de la vie sociale et économique, plus particulièrement dans le secteur de l'éducation et de la formation. Il est maintenant demandé par les autorités de tutelle et les instances représentatives du pouvoir politique, chargées de mettre en œuvre des directives et d'évaluer l'activité scientifique déployée par les chercheurs, individuellement ou collectivement, non seulement de produire des connaissances et de diffuser des savoirs ou des techniques, mais encore de valoriser les travaux réalisés auprès de la société civile, de s'impliquer dans la formation à la recherche et d'entretenir des liens avec environnement socio-économique et culturel, notamment par des produits destinés aux acteurs du monde social, comme des rapports, études ou expertises. Si cette vision est depuis longtemps établie en sciences expérimentales, aussi dans les domaines juridiques et biomédicales, elle est aujourd'hui largement présente en sciences humaines et sociales, lesquelles sont invitées à passer du poste de vigilance critique de la société et de création intellectuelle qu'elles occupent depuis longtemps à celui d'incubateur d'idées, de soutien à l'innovation ou d'observatoire et d'analyse à des fins de conseil ou de préconisation, dans un esprit de veille, d'alerte ou de management. En un mot, elles doivent répondre, comme on dit, à la demande sociale, que cette dernière soit issue de décideurs, dépendant d'organismes publics ou d'entreprises privées ou d'associations et d'usagers. Ces questions ne sont pas celles qui sont traitées ici de front, mais elles sont évoquées dans ce qui est rapporté de la façon dont intervient, pour reprendre l'un des termes utilisés, le chercheur en sciences du langage, quelle que soit sa spécialité, dans le champ social, plus particulièrement défini par ce qui est nommé espaces sociaux du travail. Il est rappelé que la relation entre langage et travail a donné lieu, dans le domaine linguistique, à de nombreux travaux depuis les années 1980, et le lecteur trouvera d'utiles informations dans des rappels synthétiques et dans les nombreuses références bibliographiques auxquelles il est renvoyé, avec cette distinction théorique, entre autres, entre le langage comme travail, le langage dans le travail, le langage sur le travail. Il convient également de mentionner la tradition de la recherche en anthropologie linguistique ou en ethnolinguistique, qui nous a habitués à considérer les pratiques langagières comme des pratiques sociales et culturelles, dans des langues particulières, avec des usages réglés, indissociables de rites sociaux et de contextes situationnels, et liés à L'. Organisation de la société, espace-temps pouvoir-savoir. À la répartition des tâches et au statut des individus, avec une spécification des usages du parler et des aires discursives de spécialisation. Ce sont ces deux termes que je retiendrai pour appréhender, en adoptant une expression soulignant l'intrication entre activité sociale et activité langagière, cet espace social du langage au travail. Spécification et spécialisation. Cet espace n'est pas exclusif de la parole commune et de la communication ordinaire, lesquelles ne sont évidemment pas forcloses du monde du travail, même si certaines situations imposent un format strict, pensons par exemple à des instructions, à des consignes ou à des protocoles, ou si l'entrée dans un lieu défini par sa fonction laborieuse ou industrieuse, l'usine, l'agence, l'atelier, le commerce, etc., nous plonge dans un univers de discours qui encadre ou englobe la parole des individus. Disons que l'espace de la parole et de l'écrit au travail est un espace hétérogène, avec des phases, des régimes et des registres variés, pour partie contraint par l'organisation du travail dans sa dimension matérielle, aménagement de l'espace physique, équipement et mobilier, design et ergonomie des objets manipulés, et polysémiotique, écrit, parlé, iconique, audiovisuel, gestuel, sans oublier sa dimension institutionnelle, contractualisation, réglementation, communication. Toute étude s'intéressant au langage sur un lieu de travail pourrait ainsi procéder à une description exhaustive de ce lieu et à un inventaire des textes in situ, signalétique, consignes, notices, avertissements, règlements, annonces, affiches, tracts, dossiers, archives, et toute étude d'une situation d'échange verbal dans ce même lieu serait attentive à tout ce qui relève de l'intertexte. Texte cité par un locuteur, par exemple la reprise d'une notification ou la consultation d'une notice, et de l'interdiscours, par exemple L'. Appel au discours syndical, patronal, gouvernemental, ou encore le renvoi à un discours d'experts, de spécialistes, de techniciens.
La lecture de notre ouvrage, qui envisage, sous des angles divers, l'espace du langage au travail, me conduit après ces premières réflexions à distinguer des problèmes qui sont d'ordre épistémologique, méthodologique et éthique. Épistémologique est la question des savoirs scientifiques avec lesquels le linguiste, ou plus généralement le chercheur en sciences du langage, investit, dans son observation et son analyse, les lieux de son investigation, son terrain d'action. Il est évident que tout chercheur a un cadre théorique et opératoire qui lui permet de conceptualiser, de modéliser et d'interpréter, même si ce cadre est souple ou fait l'objet d'un bricolage en composant avec plusieurs référents théoriques. S'il y a transfert des savoirs, dans une conception stricte de l'application, il faudrait aussi parler, en jouant avec la terminologie freudienne, de contre-transfert, en reconnaissant qu'il y a un remaniement conceptuel qui s'effectue au contact de la réalité observée et analysée, par adaptation et mise à elle apostrophe. Épreuve, avec aussi le savoir apporté par les sujets énonciateurs-locuteurs, que ce soit par la conscience métalinguistique, sur les emplois, significations, valeurs référentielles des mots et expressions, et métadiscursives, sur les types de discours et les genres, pour en rester au langage, qui se fait jour dans le cours de leur énonciation ou en réponse à la sollicitation du chercheur, questionnement, entretien, questionnaire, ou encore parce qu'ils apprennent à celui-ci sur leur manière de faire et manière de parler. Il convient aussi de s'interroger sur ce qui est visé par le linguiste. Identifier et classer des formes significatives, saisir à travers ces formes des représentations et des positions, subjectives ou rattachées à des groupes et des classes d'appartenance, décrire des pratiques discursives, les caractériser et les interpréter, pour en montrer les enjeux, analyser les textes produits par les acteurs sociaux ou les institutions, s'arrêter à des échanges, dans le cours d'action pour déterminer des modes des apostrophes, interactions et des types de séquences, mettre en place des groupes de parole et y participer, ou seulement s'introduire dans des discussions pour comprendre un fonctionnement et identifier des rationalités en conflit, afin d'en expliciter les ressorts discursifs, arguments, raisonnements, préjugés et stéréotypes, présupposés et sous-entendus, postulats et principes, et les savoirs, opinions et croyances sous-jacents. Deux grandes tendances pourraient ainsi être dégagées, l'une allant du côté de l'analyse de discours et de la linguistique des textes, l'autre du côté de l'analyse des interactions verbales, étant entendu que le verbal est conjoint à d'autres modalités sémiotiques. L'une et l'autre pouvant s'associer pour l'interprétation, à des disciplines connexes dans l'étude du langage, sociologie, psychologie, psychanalyse, anthropologie. Une place particulière peut être faite aux études sur la communication dans un espace social du travail, quand il est identifié à une unité socio-économique localisée, que ce soit dans une mise à plat du dispositif de communication instauré dans une entreprise, organigramme, instance de prise de parole, technique de communication, attribution des places et des fonctions, disposition et agencement des lieux, ou par un repérage des échanges informels, Peut-être faut-il préciser que ce qui est qualifié d'espace social du travail est un construit théorique, qui ne se résume pas au lieu où s'exerce une activité professionnelle. Il renvoie à une opération de délimitation de l'activité de langage, dans l'exercice de la parole et du discours, selon une catégorisation de l'action humaine en société et une division temporelle et spatiale des occupations et tâches des individus. La notion de genre permet de définir cette activité en fonction de types de situations et de normes et conventions qui régulent, parfois réglementent, les échanges et les productions verbales. Cette notion doit cependant être maniée avec une certaine précaution épistémologique. Si nous pouvons ainsi considérer la conversation comme un genre social, que signifie pour des locuteurs le fait de parler boulot en famille ou avec des amis, comme on parle famille, ou politique au travail? Le sujet de la conversation n'est pas constitutif du genre conversationnel. On dit bien que l'on parle de tout et de n'importe quoi lorsqu'on converse, et des discours divers peuvent trouver leur place dans le cours d'énonciation. Méthodologique est bien entendu la question de savoir avec quelle approche mener son enquête, avec quelle technique de recueil de données et quelle méthode d'observation. Archives, sources, corpus, terrain déterminent différentes constructions des observables,
qui sont par ailleurs définis en fonction du cadre théorique de référence et des objectifs de l'étude et qui peuvent être instrumentés, par l'enregistrement sonore ou audiovisuel, qui médiatise la parole et les comportements, par les techniques de préparation et d'exploration des données textuelles, quand est utilisée la textométrie sur des volumes importants de textes écrits ou transcrits. Ces considérations générales dépassent l'application des sciences du langage au travail, mais elles sont à repenser dans la perspective écologiste avancée par l'un des auteurs de cet ouvrage, le langage étant un élément formateur du milieu. Éthique est la question de l'intervention, pour revenir à ce terme, du chercheur en sciences du langage. Est-il, comme le soulignent certains des travaux présentés, un expert ou un conseiller voire un consultant quand son étude doit se traduire en livrable ou en rapport à des fins de préconisation ou de proposition ? Est-il un participant impliqué quand il faut diagnostiquer des difficultés structurelles ou conjoncturelles pour résoudre des conflits, par la médiation langagière qu'il formalise, en dehors ou à côté du dialogue social ? Est-il un intellectuel engagé quand il vise une compréhension critique ? Est-il un formateur quand, par la réflexivité qu'il suscite, dans l'analyse de pratique ou par l'action réfléchie, il infléchit le processus d'apprentissage ? Doit-il préserver la neutralité scientifique supposée des méthodes et des théories ? Se contenter des faits ? Mais existe-t-il des faits sans valeur ? Si l'observance des règles méthodologiques, la cohérence du raisonnement et la pertinence des concepts, en adéquation avec l'objet d'étude, sont des conditions de toute démarche scientifique, cela ne signifie pas un retrait de la vie sociale et une absence de subjectivité. Un dernier point, avant d'inviter les lecteurs à confronter ces réflexions avec les études de cas et les analyses exposées ici. La recherche est aussi une activité qui s'inscrit dans des espaces de travail et le chercheur est un acteur social. La réflexivité sur le langage qu'il met en œuvre dans des situations de travail, quand il est linguiste, devrait le conduire à une boucle réflexive supplémentaire sur sa propre activité de langage dans son travail de recherche et sur la mise en scène de ce Q'. Il produit dans la communication scientifique, dont la publication, comme la conférence et autres prises de parole pour les pairs ou dans l'espace public, est une modalité. Je finirai par ce qui aurait pu être une entrée en matière en énonçant une trivialité. L'être humain est un être social et un être de langage. L'un des auteurs du volume cite une phrase bien connue de Lévi-Strauss, tirée de Triste Tropique. Qui dit homme dit langage, et qui dit langage dit société. Un autre auteur se réfère au jeu de langage chez Wittgenstein. Je rappellerai cette définition que donne le philosophe du Sprachspiel, l'ensemble formé par le langage et les activités avec lesquelles il est entrelacé. L. Wittgenstein, Recherche philosophique, Paris Gallimard, 2004, 7 page 31. C'est de cet entrelacement dont il est question dans les textes qui suivent, selon différents points de vue et méthodes, relativement à des espaces sociaux du travail spécifiques et dans deux contextes distincts. Chapitre 1 – Pratique langagière et travail, d'une linguistique appliquée à une linguistique de l'intervention. Introduction. Si on regarde aujourd'hui les sciences du langage dans leur relation avec le champ du travail, trois constats s'imposent. Un premier constat, c'est que les chercheurs en sciences du langage apportent depuis plusieurs années maintenant des éclairages sur les réalités du monde du travail et de la vie professionnelle. Depuis une vingtaine d'années, on voit ainsi fleurir des travaux visant à mieux comprendre des situations professionnelles dans des contextes extrêmement variés. De la formation des sages-femmes aux opérations du chirurgien, du travail des architectes à celui des opérateurs de call centers, en passant par celui des pilotes, des techniciennes de surface ou des conseillers à l'emploi. Un deuxième constat est que sur ces terrains et d'autres, les chercheurs sont de plus en plus régulièrement sollicités pour exercer des fonctions d'expertise, d'intervention ou de conseil. On les sollicite sur des questions de politique linguistique, de management de la diversité, ou sur des questions didactiques. Dans le champ des médias, ils deviennent observateurs des nouvelles pratiques de communication. Dans le domaine du droit, ils sont appelés à donner leur avis dans les dossiers de demande d'asile. Ils élaborent des dispositifs de formation en langue professionnelle dans l'entreprise, etc. Dans tous les cas, on attend d'eux des réponses si possible théoriquement et empiriquement étayées à des problèmes pratiques souvent d'une grande complexité. Un troisième constat est que ces opérations d'expertise et de conseil restent généralement des pratiques en quelque sorte bricolées par chaque chercheur dans son coin. Comment construire une expertise en linguistique ?
Que veut dire intervenir dans une situation ou construire un dispositif de formation? Comment faire pour restituer les produits d'une recherche? Il n'existe ni guide ni manuel de l'intervention en linguistique. Les pratiques s'apprennent ou s'inventent en général sur le tas. L'idée même qu'il relève du travail du chercheur de faire ces interventions n'est de loin d'ailleurs pas unanimement acceptée au sein de la communauté académique. Certains auteurs mettent en doute en effet ces demandes de retombées, qui sont parfois accentuées dans un contexte économique où il est exigé de plus en plus que les sciences humaines et sociales produisent des savoirs utiles et soient ainsi rentabilisables. Vincent 2012/85. Dans ce paysage, l'engagement du chercheur face à ces demandes de la société est de plus en plus débattu dans les milieux académiques. En témoignent par exemple des publications et des colloques récents comme « L'analyse du discours dans la société »,« Engagement du chercheur et demande sociale », Punière Saavedra, Citry et Vénard 2012, le dossier de sociologie intitulé « La restitution des savoirs », Schurman d'ailleurs et Charmillau à paraître, le colloque de l'Association suisse de linguistique appliquée « Quelle retombée de la recherche linguistique sur la société ? Problématiser la notion des impacts ». 13 mai 2013, Université de Bâle, le numéro spécial de la revue Outlines, Critical Practice Studies consacré au rôle des dialogues et des interactions dans le développement de la pensée et de l'activité professionnelle, Klotzer et Seppänen, à paraître. Et ce ne sont là que quelques exemples possibles. Dans ce contexte, il semblait intéressant d'explorer un peu plus avant cette interrelation entre champ du travail, sciences du langage et intervention. À propos de la psychologie, Isabelle L'Église 2000 fait remarquer que dans les années 40 à 50, cette discipline a connu un tournant. Au départ, elle était plutôt une discipline fondamentale et académique, mais s'est trouvée elle aussi de plus en plus sollicitée par le champ social. À côté de la recherche théorique, les psychologues ont ainsi commencé à investir les bureaux de sélection et de recrutement, les salles de classe pour l'orientation et le conseil, le domaine juridique, etc. D'abord pratique isolée, ces activités cliniques se sont imposées progressivement dans le champ de la psychologie comme une spécialisation à part entière, amenant par exemple la discipline à se doter de curriculums adaptés, de codes de déontologie, de formation à la pratique thérapeutique ou de conseil, etc. En sciences du langage, on n'est sans doute pas encore arrivé à ce stade, mais on peut se demander néanmoins si la discipline n'est pas elle aussi un moment charnière où la question de l'intervention commence à se poser en termes plus concrets. L'enjeu de ce chapitre sera dès lors surtout d'essayer de tracer certains des ingrédients qui semblent contribuer aujourd'hui à cette évolution. Pour développer cette réflexion, je commencerai dans un premier temps par revenir sur les transformations sociales et disciplinaires qui ont pu amener à la rencontre entre sciences du langage et sciences du travail, en posant plus particulièrement la question « Comment le travail est-il devenu un champ de recherche pour les analystes du discours et des interactions ? Quelles sortes de thématiques ont pu être analysées dans ce champ ? Dans un deuxième temps, j'aborderai la question de la restitution des savoirs. Ici, le problème posé sera d'évaluer dans quelle mesure les travaux en linguistique appliquée peuvent avoir des retombées pour le champ du travail. Il s'agira de déterminer si ces travaux peuvent déboucher sur des transferts de connaissances, et si oui, d'identifier quelle forme ces transferts ont pu prendre historiquement. Dans un troisième temps, l'article adoptera une posture davantage spéculative et programmatique. Il s'agira d'examiner l'émergence putative d'un nouveau rôle pour le linguiste, celui de consultant, d'expert ou d'intervenant. Je chercherai à identifier des signes d'institutionnalisation d'une telle posture, tout en m'interrogeant sur les ouvertures conceptuelles et méthodologiques impliquées par ce nouveau rôle au travers de la discussion d'expériences issues de ma propre pratique. 1. Sciences du langage et travail, une brève histoire. Il y aurait sans doute des manières très variées de raconter l'histoire des transformations qui ont permis la rencontre entre sciences du langage et champ du travail. Ces transformations ne sont en effet pas linéaires et apparaissent plutôt comme le fruit de multiples facteurs. Filietta, 2004-2006, relève plusieurs temps dans cette histoire que nous reprenons ci-dessous. De la linguistique saussurienne à la sociolinguistique. Filietta pointe tout d'abord que pour que la linguistique s'intéresse au champ du travail, il faut pour commencer une première série de transformations internes aux sciences du langage, 20004, page 40. Au risque de caricaturer,
On peut souligner que jusqu'au milieu du XXe siècle, le chercheur en linguistique s'intéresse plutôt à des énoncés du genre de celui-ci. 1. Pierre aime beaucoup les crêpes. Jean dont l'ami, dont le chien boite est ivre. Le linguiste de l'époque est avant tout un chercheur en chambre, et son activité consiste plutôt à analyser les propriétés syntaxiques ou sémantiques d'énoncés comme en 1, avec pour finalité notamment d'en tester la grammaticalité. Il n'est pas du tout question pour lui de s'intéresser au rapport que le langage entretient avec le monde social, ou de se préoccuper des retombées possibles de ses recherches dans la sphère publique. Le chercheur expose ses analyses avant tout à ses pairs, et son objectif est de faire progresser sa discipline plutôt que de contribuer à nourrir le débat social. Cette posture de distanciation radicale des réalités sociales peut paraître étrange de prime abord. Elle s'éclaire cependant si l'on replace cette discussion dans le contexte académique de l'époque. La linguistique cherche alors à s'imposer comme une science, et dans le contexte intellectuel du moment, faire de la science consiste nécessairement à adopter une posture objectivante, détachée du réel, en rejet de toute ouverture vers ce qui relève des contingences sociales, l'Église 2000, Auroux 1995. Mais au début des années 1960, la linguistique va prendre une nouvelle direction. En effet, les chercheurs vont commencer à s'intéresser aux usages sociaux de la parole abordant des questions telles que « à qui parle-t-on ? Pourquoi parle-t-on ? Comment le fait-on ? Dans quel contexte ? Pour produire quels effets ? » C'est le début d'une recherche qui n'est plus seulement théorique et fondamentale, mais qui devient appliquée, Berns et Matsuda 2006. Les sociolinguistes vont commencer à approcher différents terrains et communautés, à explorer les pratiques langagières dans différents espaces géographiques ou sociaux, et à s'intéresser aux stratégies d'interaction, aux réussites et aux ratés de la communication, et à toutes les manières dont se trame et s'institue la vie sociale au cœur même des échanges entre les individus. Gumpers 1982, Laboff 1978. L'ouverture au terrain professionnel. Malgré ces transformations, cependant, il faut attendre les années 1980 à 1990 pour que les terrains institutionnels et professionnels viennent capter l'attention des chercheurs en sciences du langage. Drew et Heritage 1992, Boutet 1995, et qu'un champ de recherche à propos des rapports entre parole et travail émerge véritablement. On peut se demander pourquoi cette reconnaissance des terrains professionnels émerge précisément à ce moment-là. À la suite de Boutet, 2001, Filietta 2004, toujours, émet l'hypothèse que cette période est en fait extrêmement riche de transformations pour le monde du travail, et que ces transformations vont venir mettre en évidence de manière de plus en plus claire l'importance de la part langagière du travail, Boutet 2001. Filietta souligne 3 changements cruciaux en particulier. Tout d'abord, on voit apparaître dans les années 1980 à 1990 une montée en puissance de l'économie de services. Cette économie se caractérise par le fait qu'on n'y produit pas des biens tangibles et matériels, mais plutôt de l'échange. Chez un coiffeur, dans un cabinet d'avocat, un hôpital ou un call center par exemple, les interactions sont au cœur de l'accomplissement des tâches à réaliser, que ce soit pour comprendre la demande du client, pour créer un lien visant à sa fidélisation ou pour réaliser l'activité professionnelle proprement dite. Ensuite, même dans les secteurs qui ne sont pas traditionnellement des secteurs de services, on va progressivement voir apparaître une tendance à la dématérialisation du travail, Boutet 2001. Par exemple, dans de nombreux métiers techniques, le travailleur n'agit plus directement sur l'environnement matériel, mais effectue son travail plutôt via des écrans, des commandes, donc tout un appareillage symbolique et sémiotique. Par exemple, dans le champ de la mécanique automobile, le mécanicien ne va plus diagnostiquer une panne en inspectant un moteur, mais en branchant un ordinateur qui va lui-même explorer les scénarios possibles de panne sur les circuits. Ces pratiques transforment profondément le travail et introduisent de nouvelles exigences de littératie et de maîtrise de l'outil informatique. Une troisième transformation relève de la prise de conscience par les entreprises elles-mêmes de l'importance de la communication, tant à l'interne qu'à l'externe. Ces entreprises ont parfois la tentation de penser qu'agir sur la communication permettra de venir résoudre tous les problèmes et les conflits du travail. On les voit dès lors commencer à mettre en place des démarches qualité pour une meilleure communication entre les acteurs, développer des journaux d'entreprise, etc.
Enfin, on pourrait ajouter que les phénomènes de migration et la diversification sur la place de travail amènent encore un quatrième mouvement. La prise en compte de la diversité linguistique et des cultures en contact amène de plus en plus d'entreprises locales et multinationales à adopter des politiques linguistiques, à proposer des formations spécifiques en langue, à prévoir des médiateurs et des traducteurs, etc. Boutet 2001. Ces quelques évolutions rapidement esquissées permettent d'entrevoir un double mouvement. Tandis que, d'une part, la sociolinguistique s'ouvre à la question de l'usage du langage dans les contextes institutionnels et professionnels, le monde professionnel découvre quant à lui les problématiques liées à la communication sur la place de travail, qui devient un objet de préoccupation centrale de la nouvelle économie, une économie qui fait la part belle aux services et aux facteurs humains comme moteur de développement de l'économie. Des transformations dans les sciences connexes. Un troisième mouvement peut encore être identifié, qui participe à cette institutionnalisation d'un champ de recherche sur la communication au travail. Il relève cette fois davantage de disciplines connexes aux sciences du langage, et provient en particulier des sciences du travail et de la formation, Filietta et Broncard 2005. Dans le champ des organisations et du travail, des psychologues, des sociologues et des ergonomes vont commencer à mettre en avant l'importance de la verbalisation dans la construction et le développement de compétences professionnelles. Ces chercheurs suggèrent qu'en faisant parler le travailleur sur son travail, on peut aboutir à un gain d'efficacité dans la conduite de l'activité professionnelle et ouvrir de nouvelles perspectives pour le métier. Les psychologues du travail proposent ainsi qu'il peut y avoir des effets développementaux à mettre en mots son travail, pour en faire un objet réflexif, et que débattre collectivement du métier peut être un facteur d'innovation et de transformation de ce travail. La convergence de ces différents mouvements qui font se rapprocher travail et sciences du langage va aboutir finalement aux travaux que nous connaissons aujourd'hui portant sur la part langagière du travail, Boutet 2001, ou la vie verbale au travail, Boutet 2008. Outre les travaux individuels de chercheurs, on va voir naître en Europe différents pôles de recherche autour de ces questions. On peut citer par exemple le réseau Langage et Travail, Boutet 1995, Grosjean et Lacoste 1999, Borzex et Frenkel 2001, le volet consacré au multilinguisme dans l'entreprise du projet Dylan, Ludi 2010, Clark Kwon et Wodak 2011, Lepperman, Mondada et Schmidt 2010, les travaux suisses du groupe Langage, Action, Formation, Broncard 2009, Filietta et Broncard 2005, Broncard et Bully 2009, et dans leur prolongement ceux de l'équipe Interaction et Formation, plus spécifiquement dédiés à la question de la formation en contexte professionnel, Filietta 2009, Filietta, de Saint-Georges-et-Duc 2008. Du côté anglophone, d'autres courants se sont eux aussi développés sous les appellations les plus variées comme le note aussi Filietta 2006. On parlera ainsi de Workplace Studies, Is, Knobler et Love 2000, Professional Discourse, Sarangi et Roberts 1999, Business Discourse, Barriella Chiappini 2009, Organizational Discourse, Coren Taylor et Van Evry 2006, etc. Ces courants tantôt se recoupent sur le plan épistémologique et méthodologique, tantôt adoptent des conceptions plus radicalement distinctes. Tous partagent néanmoins un intérêt pour un noyau de thématiques comme l'identité et les rapports sociaux au travail, les hiérarchies et les rapports de place, la négociation, les prises de décision, la résolution de problèmes, la résolution de conflits, la coopération, la coordination dans le travail, le tutorat sur la place de travail, la circulation des écrits et la prescription, la question du genre ou de la discrimination, l'action, etc. Avec ces travaux, les chercheurs commencent à s'interroger non seulement sur les représentations qu'ont les travailleurs de leur travail, mais aussi sur la manière dont la parole peut être au cœur de leur activité professionnelle, voire en permettre la réalisation. 2. Recherche et restitution. Confronté au travail, le chercheur est souvent en première instance un observateur, il décrit, catégorise, analyse. Une question se pose à lui cependant régulièrement. Si ces descriptions et analyses ont une portée pratique pour les acteurs impliqués dans l'enquête, doit-il leur faire part de ses trouvailles ou en faire part à d'autres ? Et si oui, en quels termes ? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.